En méthode Scrum, la première étape est la définition des releases, c'est-à-dire les différents livrables qui seront autant d'ébauches de livrables intermédiaires du produit ou du service à réaliser. Cette définition relève de la responsabilité du Product Owner, le PO, qui est l'interlocuteur officiel du client dont il a préalablement écouté les besoins. Toutefois, plutôt que de se baser sur le cahier des charges, en Scrum, on préfère se fier au discours oral du client. Le PO va ainsi retranscrire les besoins tels qu'ils sont sortis de la bouche du client. C'est ce que l'on nomme les stories ou user stories. Dans cet exemple, le PO a retranscrit le discours d'un client qui souhaite développer une plateforme de diffusion en streaming. Il a ensuite identifié deux releases. Un premier portant sur la diffusion de films, un second, qui reprendra les fonctionnalités du premier, sera ensuite proposé pour les séries télé. On débute donc par les fonctionnalités à développer pour le premier release dont on va juger des priorités concernant les fonctionnalités à développer. À cet effet, le Product Owner va prêter attention à la manière avec laquelle le client s'était exprimé pour chacune d'elles. Ainsi, selon les adjectifs utilisés, l'emploi de l'impératif ou du conditionnel, nous allons pouvoir inférer la priorisation des fonctionnalités. Cette priorisation se fait avec la méthode MOSCO, dont l'acronyme invite à distinguer les fonctionnalités qui doivent être impérativement développées, on les note alors M pour must, celles qui devraient être développées, on les note S pour should, et celles qui, si cela est possible, pourront être développées. On les note alors C pour could. Notons que le W de Moscow peut parfois être utilisé pour signifier want, dans le cas où on juge qu'une story ne gagne pas à être développée. Par exemple, si elle est trop complexe sur un plan technique. Le PO va donc représenter de la sorte chaque user story sur un post-it qu'il collera alors sur un tableau, un panneau dans la salle de travail que toute l'équipe aura donc sous les yeux. C'est ce que l'on appelle le product backlog. Le product backlog fait partie de ces indicateurs de travail partagés. Le product owner vient y coller ses post-it où figurent donc les user stories marquées de leur niveau de priorité. Must, should ou could. Fort de son expérience, le PO va ensuite décider du nombre de sprints, théoriquement de 2 semaines de travail chacun, qu'il juge nécessaire pour que l'ensemble des fonctionnalités soient développées par l'équipe. Dans notre exemple, il décide que 2 sprints seront suffisants. Ça veut donc dire qu'au bout de 4 semaines, l'équipe est censée avoir développé les 4 fonctionnalités affichées dans le product backlog. Il va falloir maintenant répartir ces 4 chantiers sur les 2 sprints. À ce stade, le product owner n'intervient plus. C'est à l'équipe de le décider de manière autonome avec l'assistance du Scrum Master. Le Scrum Master va donc réunir les membres de l'équipe qui vont devoir calculer la charge que représente à leurs yeux chacune des user stories à développer. Mais entendons-nous sur la notion de charge. Même si cela en fait partie, la valeur de la charge en question ne va pas se réduire à la durée de travail estimée ou au nombre d'hommes-jours. La charge doit être ici comprise comme un élément plus subjectif, tenant compte également de la lourdeur de la tâche, de sa complexité, et éventuellement de son caractère potentiellement fastidieux. Pour cela, l'équipe va jouer aux cartes, au poker plus précisément. Le Scrum Master distribue à l'équipe un jeu de poker, mais un peu spécial, et chaque membre se retrouve avec une série de cartes dont les valeurs faciales suivent approximativement la suite mathématique de Fibonacci. Plus on considère que la story va être longue à réaliser, complexe ou encore fastidieuse, plus on va abattre une carte avec une valeur élevée. Le Scrum Master pourra décider d'inclure ou non dans le jeu la carte avec le point d'interrogation, autorisant aux membres de s'abstenir.
Le Scrum Master va ensuite prendre une à une chacune des stories et va demander aux membres de l'équipe de choisir la carte correspondant à la charge qu'il estime quant à sa réalisation. À son signal, chaque membre de l'équipe abat sa carte. Un débat s'effectue alors, si nécessaire, sur les différences d'appréciation. Chacun reprend ses cartes et joue une seconde fois. L'objectif est bien entendu de parvenir à une valeur à peu près consensuelle. Le Scrum Master calcule alors la charge moyenne de la story, donc de la fonctionnalité à développer, la marque sur le product backlog et on passe à la suivante. Une fois que les charges ont été estimées de la sorte pour chaque user story, le Scrum Master en fait l'addition et obtient une valeur qui correspond donc à la charge estimée du release. Dans notre exemple, celle-ci est de 35 unités. Étant donné que l'ensemble devra être réalisé en 2 sprints, on va répartir homogènement nos 4 stories de manière à ce que chaque sprint ne dépasse pas une charge pondérale de 17,5 unités. Voici une possible répartition. C'est ce que l'on appelle le backlog de sprint. On remarque ici que l'on a décidé de démarrer le premier sprint avec la story relevant du must. Ce qui fait sens puisque la réalisation des autres tâches sera probablement fortement dépendante de cette première. En revanche, on remarque que les membres de l'équipe ont préféré ne pas la coupler avec la story de type should, peut-être de manière à ne pas dépasser dès le premier sprint la charge maximale de 17,5 unités. Voilà donc un planning de travail dont l'équipe aura seule convenu et qu'elle devra s'efforcer de respecter pour les 4 semaines à venir. Notons que si du retard est pris et que les fonctionnalités ne sont pas toutes réalisées dans les temps, on ne rallongera pas pour autant la durée d'un sprint et encore moins la présentation d'un release au client. En Scrum, le temps demeure le point central et on privilégie le respect de la durée des sprints sur la complétude des livrables intermédiaires. Ensuite, l'équipe doit se mettre au travail et se coordonner. Chaque matin, le Scrum Master va animer une réunion d'une quinzaine de minutes seulement pour faire le point. C'est ce qu'on appelle le Scrum quotidien. Chaque membre va devoir expliquer le travail qu'il a réalisé, ce qu'il va faire dans la journée et éventuellement les difficultés qui le freinent. Le Scrum Master va alors, sur le tableau, déplacer les stories selon qu'elles seront en cours de réalisation, à tester ou bien achevées. Pour avoir davantage de visuels sur l'avancée des tâches, il pourra également dessiner un burn down chart, le graphique en haut à droite de la diapositive, où on représentera la diminution effective de la charge restante du sprint par rapport à sa diminution théorique. À la fin de chaque sprint, donc tous les 15 jours théoriquement, le Scrum Master anime aussi une autre réunion à laquelle participent cette fois le Product Owner et les autres parties prenantes. Le client, éventuellement la direction de l'entreprise, des prestataires externes. Cette réunion de 2 heures maximum vise à faire état de la réalisation. Mais plutôt que de passer du temps à concevoir un diaporama, l'équipe se chargera de faire directement une démonstration des fonctionnalités qui sont déjà opérationnelles ou bien du release achevé si on est rendu à cette échéance. À l'issue de cette réunion, une revue de sprint à laquelle seule participera l'équipe permettra de faire la rétrospective du sprint et d'en tirer les enseignements pour la suite du projet.